bonjour à tous. Bonjour. Écoute, je suis ravie de cette rencontre et en particulier parce que c'est un ouvrage comme beaucoup qui est paru non pas avant le confinement, mais carrément juste après. Donc, il a à peine eu le temps, malheureusement, d'arriver dans les librairies. Et c'est ton deuxième roman. Et je souhaitais savoir comment tu allais et comment tu avais vécu ces 2 mois à la veille d'un début de déconfinement, Virginie. Bien, d'abord, merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravie de participer à cette émission. Bon, le confinement, moi j'ai la chance de vivre à la campagne depuis quelques années. Donc, c'est une chance folle, j'en suis consciente. Le seul regret, c'est de ne pas avoir pu en faire profiter d'autres moins bien lotis. Et ce que je voudrais dire par rapport au confinement, parce que bon, mon petit quotidien, c'est pas très très intéressant, c'est que je pense que c'est un peu comme si le monde avait fait un, deux, trois soleils. C'est comme les jeux Oui. d'enfants, une petite pause, enchantée, pour nous dire peut-être stop. Alors, je ne parle pas évidemment des gens qui ont perdu des proches et qui vivent des drames affreux, et il y en a bien sûr, et qui sont dans des situations de confinement critiques. Je parle de ceux qui ont la chance de pouvoir confiner à peu près agréablement. Je pense que c'est une opportunité extraordinaire de s'arrêter, de se reconcentrer sur soi, se recentrer, ce qui est pour moi bizarrement l'inverse du narcissisme. C'est de se dire où j'en suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas. Mhm. C'est comme ça que je le vois le confinement, comme une opportunité. Et du coup, ce déconfinement, est-ce que tu l'attendais vivement, en particulier pour la sortie du livre? Parce que Oui, en fait, j'imagine que ça a dû être particulier quand même, ce travail long d'écriture pour ah, arriver à un moment de rencontre avec enfin les lecteurs, et puis qui là n'a pas encore pu se produire. oui, parce qu'effectivement, l'écriture, bon, évidemment, c'est une tarte à la crème, mais c'est extrêmement solitaire. Après, tu as la phase des corrections qui est pas toujours agréable pour un écrivain. Et là, tu te dis, waouh, là, j'ai le meilleur qui arrive, les salons, les rencontres avec les merveilleux libraires sans qui on ne serait rien, et puis les journalistes, et puis bon, et évidemment les lecteurs. Et là, oui, tu as l'impression que le train t'est un petit peu passé sous le nez. C'est ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas un drame. Et grâce à des rencontres comme celles que tu organises avec Fred, Nathalie et tant d'autres, eh bien, ça recrée le lien. Alors oui, c'est la 18e et effectivement, on est très heureuse de ces rencontres. Euh, on va, si tu le veux bien, commencer à parler un petit peu du 100 mètres. C'est donc ton deuxième roman. Le premier, Le sang Dieu, est paru en 2017, donc il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que tu as fait avant de publier ces 2 premiers romans? De la publicité. J'étais créative dans la pub. Euh, Oui. C'est déjà, quoi le métier de créateur dans la pub exactement? tu as deux types de créatifs. Tu as les directeurs artistiques qui Mad conçoivent Men? tout ce qui est visuel, qui font la mise en page. Tu as les concepteurs-rédacteurs qui Oui. trouvent l'idée, enfin qui trouvent l'idée, les deux trouvent l'idée, c'est un ping-pong. Et donc, j'étais habituée à un exercice complètement différent de l'écriture, puisqu'il était très bref. Quand tu fais un film de 30 secondes, bon, bah, c'est rapide. Une affiche, une page dans la presse, c'est très rapide. Mais ça m'a appris quand même à concevoir, à, à prendre. Enfin bon, donc je suis passée d'un exercice très collectif, puisque évidemment, tu travailles Oui. en présence avec plein de gens, des commerciaux, des clients, des médiaplaneurs. Et là, l'exercice, c'est que tu te retrouves tout seul. Et là, tu fais un travail de Mhm. haleine qui est d'écrire un roman de 200, 300 pages. Donc, c'est complètement différent. Je suis passée du sprint au marathon. D'accord. Est-ce que le lien a été facile? Est-ce que le métier que tu exerçais t'a permis d'arriver facilement à l'écriture d'un roman? Oui, non, parce que j'avais toujours eu cette envie d'écrire, mais quand tu es D'accord. dans la pub, tu as un rythme absolument frénétique. Donc, tu caresses ce rêve d'écrire, mais le soir, tu rentres à 10 heures, tu es crevé. Il y a une petite forme aussi de lâcheté où tu te dis oh là là, je me mettrai plus tard. En fait, c'est parce que tu as peur. Parce que tant que c'est un fantasme, tant que l'écriture, elle est devant toi, que tu la rêves, eh bien, c'est un truc merveilleux. Mais dès que tu écris et que tu te relis, je crois que j'étais la reine pendant des années du premier chapitre. J'ai même pensé faire un ouvrage sur les premiers chapitres.
Et puis je me disais, oh là là, non, c'est pas possible. Et puis en fait, un jour, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté les grandes agences, j'ai monté ma Oui, petite structure, et oui, donc, c'est toujours pareil, soit tu as un boulot noir pendant 3-4 jours et tu bosses jour et nuit, soit tu n'as rien. Et j'avais décidé de mettre à rien ce profil en me disant, bah là c'est le moment, au lieu de faire rien, bah, tu vas commencer à écrire. Donc j'ai fait vraiment une bascule entre les deux, ce qui n'était pas tout à fait évident. Voilà. d'accord. Et donc, tu as commencé à écrire avant d'avoir trouvé un éditeur. Tu as élaboré ton premier roman. Et Ah c'était complètement achevé quand tu as eu ce contact avec Héloïse d'Ormesson ou tu lui avais déjà transmis une partie du manuscrit pour non, non, savoir pas si du tu continuais à t'engager sur cette voie? Non, non, il était complètement entier, fini, quand je l'ai fait parvenir aux éditions. Et c'est en fait Gilles D'accord, là, qui l'a lu et qui m'a appelé un jour. Donc j'ai eu mon petit cœur qui a battu très fort. Il m'a dit, ben, il faudrait qu'on se voit. Et voilà, c'est parti comme ça. d'accord. Et après, j'ai Euh, rencontré Héloïse. pardon, j'ai pas entendu, Et excuse-moi. après, j'ai rencontré Héloïse. D'accord. Et qu'est-ce qu'il est ressorti de cette relation d'auteur à éditeur? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Oh, bah, c'est une grande aventure parce que c'est. Euh, bon, Héloïse, c'est évidemment pas le premier livre qu'elle publiait, bien entendu, mais moi, c'était le premier qui était publié. Donc j'étais bien que pas toute jeune, ce qu'on appelle un primo-auteur, je trouve ça pas très joli, Mhm. mais c'est comme ça qu'on te qualifie. Donc j'étais, ce sont beaucoup d'émotions, c'est une relation très privilégiée, c'est comme une sorte de couple. Enfin bon, il y a aussi un trio parce qu'il y a tous les libraires et leur travail formidable, et puis les journalistes dont tu fais partie. Mais c'est vrai que le tandem éditeur-auteur, il faut une confiance absolue, faut se parler, faut s'écouter, et puis voilà, et tu sens que t'as un petit peu, tu es parrainé, marrainé, et voilà, avant qu'on te Oui. lance dans ce monde dont tu ignorais tout avant. Ah oui, non, c'est très important. Donc, tu as choisi d'écrire dans le domaine des romans d'aventure. Et c'est assez étonnant aujourd'hui où on a, dans la littérature contemporaine, on voit pas mal d'autofiction, de choses en tout cas différentes des romans d'aventure. Alors, je me demandais pourquoi, après Le Sang-Dieu, Le Sang-Maître et ce choix de roman d'aventure. Oui, parce que les deux sont des romans d'aventure. Exactement. Euh, alors, c'est une bonne question et pas toujours facile d'y répondre. Bon, j'ai été nourrie vraiment au roman. J'avais une maman qui n'est plus, hélas, qui était d'une culture abyssale et qui avait une bibliothèque absolument fantastique. Et donc, j'avais même pas besoin d'aller, pardon les libraires, mais chez vous en acheter. Il y avait tout ce qu'il fallait à la maison et j'ai dévoré énormément de livres. Et comme C'est par celle de Côme? Pardon, est-ce qu'elle ressemble à celle de Côme, la bibliothèque de ta maman? Ou, non, parce qu'elle n'habitait pas dans un château, mais il y avait vraiment. Et comme ma mère était éprise d'histoire et justement de cette période 17e, 18e, je me suis mise à l'adorer aussi. Et comme j'ai la chance d'avoir une très bonne mémoire, c'est pour ça aussi que j'écris dans ce style. Mhm. Je retiens le vocabulaire, les tournures de phrases, les noms, les événements. Et donc, pardon, petite canne de tout, excusez-moi. Quand il s'est agi que j'écrive, je me suis dit, bon, écrire quoi? Sur moi, sûrement pas. Pardon pour ceux qui font de l'autofiction, moi, c'est pas du tout mon truc. Il y en a qui sont très bien, c'est pas ça, c'est que moi, pour moi, un livre, c'est comme un film, ça doit me faire voyager. Ça doit me raconter une histoire, ça doit m'embarquer, si possible, dans un univers que je ne connais pas, dans lequel éventuellement je peux apprendre des choses sur un pays, un peuple, une Mhm. nation, euh, et pour pas que ce soit péremptoire et un peu, faut pas que c'est pas que sais-je le 17e ou que sais-je les pirates. Donc évidemment, il fallait que j'ai une trame romanesque dans l'un ou dans l'autre. Mhm. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que même si ça se passe au tout début 18e, qui est une période que j'adore, c'est qu'il y a des résonances avec aussi notre monde réel. Euh, Mhm. par exemple, les thèmes évidemment de liberté, les injustices sociales, il y en a beaucoup dans Le Sang-Dieu, puisque on parlait des pirates, pourquoi ils étaient devenus pirates, parce qu'ils avaient abandonné. Et là, dans l'histoire de Côme de Plancoët pour le 100 mètres,
Euh, c'est un homme qui au début peut paraître très gâté par la vie, un peu égoïste, il adore monter à cheval, il a une bibliothèque faramineuse, tout va très bien pour lui. Et puis, bah non, parce que la vie va basculer, parce qu'il y a des événements, on pense que tout est un fleuve tranquille, et puis il y a certaines choses qui se produisent et qui sont éventuellement de nature à t'amener sur un autre chemin, à faire d'autres rencontres. Donc, il y a des échos, par exemple, je traite de l'histoire de l'euthanasie avant l'heure, parce que ça ne s'appelait pas comme ça, évidemment, de la tolérance, de la religion, de la croyance en Dieu ou pas, de la liberté de l'avoir ou celle d'y être contraint. Enfin, j'aime bien qu'il y ait des résonances avec aussi le monde d'aujourd'hui, même si je parle dans celui d'hier. Ben, c'est vrai que c'est ce qui est très intéressant dans tes livres, hein. C'est effectivement ce lien avec des questions de société qui peuvent se poser aujourd'hui, même si tes romans se passent il y a longtemps. Et puis, c'est des romans qui interrogent, parce qu'au-delà de l'histoire hein, qui nous transporte, qui est dépaysante, du côté très romanesque de tes livres, on a des questions qui se posent et qui nous amènent à réfléchir. Donc, moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans tes livres. Mais justement, peut-être que tu pourrais nous raconter un petit peu l'histoire du 100 mètres, sans trop en dévoiler, mais pour nous plonger dedans. Alors, comme je te disais tout à l'heure, donc, on est début 18e en 1720, en Bretagne, parce que c'est ma marotte. Je suis à moitié bretonne, mais née en Bretagne et j'y tiens. Euh, et donc, notre ami Côme de Plancoët donc, vit très tranquillement dans sa seigneurie. Il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Et donc, il se consacre, il est très gentil, il se consacre à ses deux passions, donc la lecture et l'équitation. Et puis un jour, suite à des tribulations, je ne veux pas tout dévoiler, mais parce qu'il échange une énorme aussi correspondance avec, Oui. avec des érudits européens. Et effectivement, il y avait, on n'est pas encore au siècle des Lumières, mais c'est tout ce qu'il préfigure. C'est-à-dire, pardon, j'ai un troupeau de chats dans la gorge. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des gens qui commençaient à se poser des questions, à se dire on peut être croyant mais douter de certaines théories de l'Église, voire certains dogmes. Et donc, il échange une correspondance très abondante en florentin, en anglais, en suisse, avec plein de gens. Et en fait, ce qu'il ne sait pas, c'est que son courrier est surveillé et va être dérobé pour lui nuire parce qu'il y a un ennemi sournois, très puissant, tapis dans l'ombre, qui lui voue une haine implacable. Voilà, c'est ça le… Alors, oui, la trame. Donc, Voilà, on voit apparaître Arzur de Kerlogan dans ce livre, qui était oui, un personnage du premier roman, Le absolument. Sang-Dieu. Est-ce qu'il faut nécessairement avoir lu Le Sang-Dieu pour lire Le 100 mètres? Non, Dieu merci. Enfin, j'y ai veillé parce que, en fait, je n'avais pas prévu de faire une suite au Sang Dieu, mais lors des délicieuses rencontres que j'ai eues avec plein de lecteurs et de libraires, plein de gens m'ont dit, mais alors, le chapitre, enfin, le tome 2, alors je me suis dit, bah non, je ne vais quand même pas recommencer les batailles navales de pirates. Et je me suis dit, bon, ce qui serait intéressant, c'est de lui inventer un cousin. Et que là, pour changer un tout petit peu, on serait plutôt en… Alors, je crois qu'on a un petit problème technique avec la connexion de Virginie et je pense qu'il y a des connexions qui ne sont pas bonnes. Je ne sais pas si Virginie, tu nous entends ou pas? Moi, je n'entends plus Virginie, en tout Ouais, moi cas. non plus. Je pense que sa connexion a coupé, mais apparemment, j'ai des messages comme quoi les connexions ne sont pas bonnes. Donc, je ne sais Aïe. pas. Donc là, c'est un petit peu embêtant. Julie, est-ce que tu peux faire, pendant que j'essaie de récupérer Virginie, faire un bon résumé du livre de Virginie? Je te laisse faire. Ah bah non, mais Ah non, là, voilà. Virginie, elle Alors, apparaît. attends. Virginie. Virginie, nous entends-tu? Oui, mais nous ne t'entendons pas. Donc, Virginie nous parlait du 100 mètres en nous disant… vous a mis en Ah, sourdine. ça y est, on t'entend. Donc, Ah, tu nous disais que le 100 mètres n'était pas la suite du 100 dieux, mais qu'effectivement, tu avais imaginé, pour satisfaire tes lecteurs enthousiastes et les libraires enthousiastes, tu avais imaginé un cousin. Donc, Com est un cousin d'Azur. oui, il ne le sait pas, il le découvre tout à fait au début du livre parce qu'il reçoit une missive du petit frère d'Arzur qui lui dit qu'il est à l'agonie et qu'il lui demande d'hériter de sa seigneurie.
ce qui n'est pas sans lui poser problème, et c'est tout le début. Mais c'était une façon de faire un lien sans faire vraiment une suite. Ouais. Alors, ce qui est génial, c'est que du coup, ceux qui vont commencer à pouvoir découvrir le 100 mètres pourront lire le 100 dieux pour rester dans ton univers et retrouver un cousin de Com. Absolument, mais tu peux lire le deuxième sans avoir lu le premier. Tout à fait. Moi, Sauf que j'encourage vivement les gens à lire le premier aussi. Bien sûr, on est d'accord. Ce qui est génial, moi, ce que je trouve dans tes livres, c'est effectivement ce petit côté aventure, les gentils, les méchants. On retombe un petit peu en enfance, il y a des trahisons, des rebondissements. On ne s'ennuie pas un instant. J'aurais aimé que tu nous parles un petit peu plus du caractère de Com. On l'a évoqué, donc tu nous as dit c'est un jeune homme qui apparemment a l'air très tranquille dans son château. Il a une vie sympathique. Il est très érudit et il a un endroit chez lui qu'il adore, qu'on a un petit peu évoqué. De quel endroit s'agit-il alors? C'est cet endroit magnifique. Sa bibliothèque qui est la plus belle pièce de son château, qui est tapissée du sol au plafond de livres magnifiques, de vieux grimoires, d'ouvrages anciens qui ont été collectés par son père et dans lequel il puise et qui ont été, comme il le dit au début, puisqu'il a perdu sa maman le jour de sa naissance, son père n'était pas tellement là, il n'a pas de frères et sœurs, donc il dit que les livres ont été sa véritable famille. Mais ce qui va un peu faire voler en éclats son existence suite au complot qui a été ourdi par son ennemi tapi dans l'ombre, c'est qu'il va rencontrer un druide, parce qu'il va être obligé d'aller en forêt. Et en fait, les druides, il n'y a aucun savoir écrit. Donc, ce que j'ai voulu opposer, c'est justement c'est pas du tout que je mette les livres en autodafé, bien au contraire. Mais lui qui a une vie à travers les livres, et uniquement à travers les livres, puisqu'il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, il n'a aucune vie sociale, toute son existence, les pages de sa vie vont, si j'ose dire, vont voler en éclats, être arrachées parce qu'il va être brutalement plongé dans la réalité, une nature rebelle, des ennemis à ses trousses, et donc il va rencontrer ces fameux druides, et les druides c'est exactement l'inverse. Les druides n'ont absolument aucun livre, il n'y a aucun écrit druidique, parce que c'est une tradition orale. Tout à fait. Alors les écrits, on le voit. Pardon? Dans l'extrait que je lirai, j'expliquerai pourquoi. Ah ben, écoute, dis-nous. Je crois que c'est le moment. Eh ben, écoute, allons-y. Alors, sauf que, alors voilà mon marque-page. Une petite magnifique. Alors donc, Com a déjà rencontré le druide dans la forêt, une fois. Un druide tout à fait étonnant, très étrange, qui a une tête de vieillard mais un corps de jeune homme. Enfin, il a été très intrigué. Du coup, quand Com est rentré dans son château, il s'est jeté dans sa bibliothèque et il a trouvé l'opuscule de César de la guerre des Gaules, le chapitre où il parle justement de tout ce qu'il a adoré chez les Celtes, parce qu'il a été fasciné, César, par ça. Com poursuivit sa lecture et découvrit que les druides jouissaient d'un pouvoir considérable et d'un respect qui confinait à la vénération. Leur influence était si grande qu'on eût pu penser qu'elle dépassait celle des chevaliers habilités à les commander, et c'était parfois le cas. N'y avait-il pas eu l'histoire de Cathbad, ce puissant druide en face duquel le roi lui-même ne pouvait, sans son autorisation, s'exprimer le premier? Leur connaissance embrassait d'innombrables domaines: religion, justice, astronomie, médecine et bien sûr éducation. Pas moins de 20 ans d'études et d'initiation attendaient ceux ou celles qui se destinaient à cette fonction sacrée, car les femmes aussi étaient acceptées. L'enseignement ne se prodiguait que par voie orale, et ce, comme l'avait justement noté César, pour 2 raisons. Primo, ne point risquer de voir leur doctrine secrète divulguée au vulgum pecus. Secondo, obliger les étudiants à exercer leur mémoire en apprenant par cœur chaque parcelle du savoir immémorial qu'on leur transmettait. Très bien, donc je te remercie beaucoup. Je t'en prie.
on voit que tu utilises un langage un peu ancien, du vieux français. Oui. Et c'est vrai que ça m'a fait penser, en te lisant, à d'autres romans historiques que j'avais pu lire. Ça nous plonge dedans. Je me demandais pourquoi tu avais choisi d'écrire en vieux français et pas en langage plus contemporain. Euh, bon, il est certain que si j'écrivais un livre qui se passe aujourd'hui, je ne l'écrirais pas du tout comme ça. Mais à partir du moment où j'ai choisi d'ancrer, c'est le cas de le dire, le sang Dieu et le sang maître au début du XVIIIe siècle, je ne pouvais pas imaginer qu'il parle comme aujourd'hui. Alors, je ne parle pas de texto et d'SMS, je parle de… Bon, et puis, j'ai une passion pour cette langue, c'est beau. Donc, comme je dis, bon, bah, j'aime bien dire navré au lieu de blessé, je trouve ça joli. Et on comprend tout à fait, on n'a pas besoin d'un dictionnaire de vieux François pour se dire, mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là, cette cuistre. J'aime beaucoup le verbe pâtir au lieu de souffrir, surtout l'imparfait, il pâtissait. Donc non, monsieur fait pas de macarons, monsieur souffre. Mais enfin voilà, donc c'est pas de l'outrecuidance ou c'est pas pour faire un style en poulet, c'est pour donner un peu une musique surtout dans les dialogues, parce que d'ailleurs, quand j'ai des aristocrates qui s'expriment, bon, bah, ils s'expriment un peu mieux, évidemment, puisqu'ils ont eu accès à la culture. Quand j'ai des gens du peuple, surtout les Bretons, j'aime bien aussi qu'ils parlent un peu en avalant les mots. Pour moi, c'est une façon de rendre la chose plus vivante et de donner, j'espère, au lecteur un peu plus l'impression d'y être. Ah oui, c'est un dépaysement garanti, ça c'est clair. En dehors de l'histoire, c'est une dimension supplémentaire, effectivement. Et est-ce que du coup, ça rend l'écriture, alors j'imagine plus ludique, mais est-ce que c'est plus difficile d'écrire comme ça? Est-ce que ça te demande de relire plusieurs fois, pour entendre cette musicalité, être certaine de ne pas commettre d'erreur, hein, d'anachronisme? C'est pas du tout le côté vieux français qui me… Enfin, vieux français, français de l'époque, hein, c'est quand même pas… Oui, On n'est pas chez Rabelais, que j'adore par ailleurs. Non, non, encore une fois, ma mémoire, dont par bonheur je suis dotée, me laisse en musique, dans mes oreilles, la musicalité des phrases. Mais évidemment, je les travaille beaucoup. C'est pour ça que je n'écris pas très vite. Mais ça serait, en français d'aujourd'hui, ce serait pareil. J'ai besoin que… Je ne peux pas continuer à écrire si, quand je me relis le matin, si c'est pas joli, d'accord, si ça ne coule pas. d'accord. Et est-ce que tu pourrais arriver à écrire autrement qu'en vieux français, puisqu'on ne connaît que tes deux premiers romans? Est-ce qu'on peut s'attendre à te voir écrire sur un roman d'aventure contemporain? Je ne sais pas, de l'espionnage ou quelque chose qui se passerait aujourd'hui? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Mais j'aimerais beaucoup écrire un livre drôle parce que je trouve que ça manque un peu. J'ai l'impression que c'est comme dans le cinéma, tout le monde se bouche le nez dès qu'il y a un peu de l'humour. On a l'impression que faut que ce soit un peu dramatique. C'est vrai que les films dits drôles ou comiques, ils sont toujours boudés au César, à Cannes. Et j'ai l'impression que les romans, c'est un peu pareil. Moi, j'aimerais beaucoup écrire un roman, enfin quelque chose de drôle. De drôle et pas forcément ultra léger, Non, qui puisse être tu peux être sympathique. drôle, avoir beaucoup Exactement. d'humour sans faire youpla boum, bisounours et monsieur patate. Enfin, je veux dire, on peut faire l'humour, ça peut être dans des conditions, au contraire, bien difficiles. Au contraire, ce serait ça qui serait intéressant comme Gab. On est d'accord, on a hâte de te lire dans ce registre aussi. Tu disais que cette passion pour l'histoire était née de ton éducation. Qu'est-ce qui t'intéresse principalement dans les périodes que tu évoques? Pourquoi ça t'intéresse autant de creuser et de faire un deuxième roman historique? Ben parce que bon, j'ai été vraiment bercé. Alors déjà, il y a eu la découverte des rois maudits de Druon. Euh, bon, c'est vrai que l'histoire, c'est qu'elle est enseignée à l'école, sauf que j'ai eu parfois des bons profs d'histoire, d'autres qui étaient ennuyeux, comme tout, à t'apprendre Mhm, des dates. Et là, quand tu lis les rois maudits de Druon, outre le fait que c'est une écriture mais splendide, mhm. extraordinaire, là, tu vois tout, t'as la musique des mots, tu vois Robert d'Artois, ce colosse qui s'énerve, tu vois l'œil tort de Mao qui lui… Donc c'est extraordinaire, tu rentres dedans. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un côté théâtral et cinématographique, une façon de rentrer dans le livre qui est incroyablement vivante et pleine de vigueur. Et après, évidemment, Fortune de France
du bien sûr. merveilleux Robert Merle. Et je me suis dit, oh là là, on peut écrire comme ça, c'est merveilleux. Voilà, donc j'adore l'histoire, comme on dit toujours. Je ne sais pas, il s'est passé tellement de choses invraisemblables. Là, en plus, il y a des séries formidables. La série sur les Tudors, je ne sais pas, c'est flamboyant, ça t'évade, ça te fait revisiter le passé. Enfin, moi, ça m'intéresse beaucoup. Oui, et puis on s'instruit en même temps. Est-ce qu'il y a d'autres périodes qui t'intéressent particulièrement, dans lesquelles tu aimerais te plonger et nous plonger du coup aussi? Dans l'histoire, Oui, ah oui, le Moyen Âge, qui est une oui. période que j'aime profondément, qu'on a appelé à tort, tu vois, par exemple, dans le film Excalibur, en anglais, ils disent The Dark Ages, les, Mhm. les, Les les temps. temps noirs. Eh bien non, au Moyen Âge, par exemple, les femmes avaient beaucoup plus de liberté qu'elles n'en ont eu au XVIIIe ou au XIXe siècle. Une femme Mhm. pouvait ne pas se marier, elle pouvait être enlumineur, elle pouvait être apothicaire, elle pouvait faire des tas de choses. Donc c'est une période absolument fascinante, qui est assez longue d'ailleurs, puisqu'il y a le bas Moyen-Âge. Enfin bon, je ne vais pas faire un cours d'histoire, d'abord, je ne suis absolument pas historienne. Donc le Moyen-Âge et puis l'Antiquité grecque. Ah oui, c'est intéressant aussi. Ah oui. Je m'interrogeais aussi sur ta manière de travailler quand tu construis ton roman. Donc, tu nous as expliqué que l'idée était d'abord venue de l'envie d'écrire dans l'absolu, l'histoire. Et puis ensuite, comment as-tu construit ton scénario? Est-ce que tu as imaginé une histoire, un personnage principal, puis tu as construit autour toute une histoire avec un début, une fin, un plan, et puis tu t'es attelé chapitre après chapitre à écrire? Ou bien est-ce que tu t'es laissé emporter dans tes aventures au fur et à mesure? Et tout à fait la deuxième option, c'est-à-dire que je suis incapable de faire un plan. Même quand je faisais des dissertations en philo, j'en faisais pas. Euh, D'accord. en fait, pour le sang de Dieu, le premier, j'avais l'idée du début et l'idée de la fin. Et alors C'est au déjà pas milieu, mal. oui, mais il y avait quand même 300 pages à écrire entre les deux. C'était une terra incognita, je ne savais pas. Et j'avais entendu dire certains grands écrivains, dont je ne suis pas, mais qui disaient il y a un moment où on se laisse embarquer par ces personnages et ce sont eux, quelque part, qui mènent la danse. C'est pas tout à fait faux. Il y a un moment Incroyable. où je me dis, et en fait, moi, on m'a souvent dit aussi que j'avais une écriture visuelle. C'est peut-être parce que j'ai fait pas mal de films dans la pub. C'est-à-dire que quand je reprends, je suis en train d'écrire mon livre, je me dis, bon, alors par exemple, le premier, je me dis, alors, il est sur le pont d'un bateau. Qu'est-ce qu'il voit? Comment est l'horizon? Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il est chargé? Qu'est-ce qu'il sent? Est-ce qu'il y a un type derrière lui? Comment est-il habillé? J'essaie tu vois, de théâtraliser, j'essaie vraiment de me mettre à sa place comme une caméra subjective. Oui, c'est vrai. Et C'est donc, exactement ce qu'on ressent à la lecture. et je pense, alors je sais qu'il y a certains auteurs, et tant mieux pour eux, parce que ça doit être un peu plus câlin, qui font un plan et après ils déroulent, et c'est très bien, j'adorerais savoir faire comme ça, c'est peut-être plus simple. Mais moi, je suis incapable de le faire parce que je me dis, euh, moi, comment te dire, c'est comme une partie de domino. C'est-à-dire, je me dis, bah, puisqu'il s'est passé ci, ça serait intéressant qu'il se passe ça. Là, il y a eu un dialogue, donc maintenant, il faudrait qu'il y ait une scène d'action. Là, il faudrait qu'il y ait une description, mais après, il faudrait revenir. Voilà, donc je chemine. D'accord. Et comment sais-tu que c'est fini? Que tu tiens ton histoire et que ça y est? Ah ben, quand ton éditrice te fouette, non, je plaisante. Non, non. Euh, tu sais que c'est fini parce que. Alors, moi, j'aime bien faire des fins qui sont un petit peu ouvertes. Oui, C'est-à-dire mais que c'était. j'ai envie de laisser un peu. C'est pas pour bâcler et dire, bon, bah, tiens, j'ai plus d'idées, démerdez-vous. C'était plus pour dire, eh ben, à vous de prendre un peu le relais, d'imaginer peut-être ce qui va se passer. Et justement, on est un peu frustré de cette fin ouverte parce qu'on s'attache nous aussi à tes personnages. Et est-ce que Ah, là aussi, on peut imaginer peut-être pas une suite, mais un livre un peu décalé ou alors est-ce que tu en as assez et tu veux arrêter de t'intéresser à Com et ses cousins? je ne sais pas encore. D'accord. Je ne sais pas encore. J'ai plusieurs pistes, donc il faut que je choisisse. D'accord, on va déjà laisser vivre celui-ci et commencer sa route. J'espère parce que le pauvre, il est né avec un masque. Ouais, pas évident, pas évident. C'était Mais pas un bon, bandeau sur l'œil cette fois-ci. il y a plus grave dans la Euh, vie. c'est vrai, Et mais
grâce à tout ce que vous faites, les libraires et tous les gens du livre. Voilà. Bon, bah, dès demain, on pourra découvrir comme. Alors, Merci. je voudrais aussi parler de quelque chose qui me tient à cœur parce que la première rencontre qu'on a avec un livre, c'est sa couverture. Alors, je vais la remontrer ici. On a donc ce livre, Le 100 mètres, et on imagine bien Côme sur son cheval, bucéphale. Je voulais savoir comment tu… Et puis, la couverture du Sang-Dieu était aussi magnifique. C'est un peu une marque de fabrique des éditions Héloïse d'Ormesson. Elle a souvent une très, très jolie couverture. Comment ça a été choisi, cette couverture? Qui en a eu l'idée? Comment ça s'est fait? Alors, on a la chance d'avoir une directrice artistique formidable qui s'appelle Anne-Marie et qui est très douée, qui a beaucoup de goût et qui travaille très bien parce qu'elle lit vraiment le texte. Ça se sent. Et donc, elle s'imprègne et vraiment, quand elle sort une couverture, et à chaque fois, moi, j'ai été bluffée, et je la remercie encore, Anne-Marie, si jamais tu m'écoutes. Donc voilà, donc je suis enchantée de ces 2 couvertures et je la remercie encore. Ah, c'est vrai qu'elles invitent à entrer dans le livre, vraiment. Oui, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, si je fais un parallèle avec le cinéma, c'est presque comme une affiche de film. C'est vrai, c'est exactement ça. Et les titres, alors aussi, je m'interrogeais, le 100 Dieu, le 100 mètres, pourquoi ces titres? Comment as-tu eu ces idées? Le premier, le 100 Dieu, parce que comme c'est comme c'est un homme qui renie Dieu, donc le 100 Dieu, puisque je pensais à la devise aussi, sans Dieu ni maître. Donc le 100 Dieu, c'était bien parce qu'il a renié Dieu, comme on le sait, enfin pour ceux qui l'ont lu. Et le 100 mètres, ça me paraissait du coup couler assez naturellement du premier. Et Héloïse Ormesson était tout à fait d'accord avec ce binôme. Très bien. Est-ce que tu voudrais nous… Ah, je vois Nathalie qui arrive. Coucou Nathalie. Je te laisse tranquillement, Julie, je te laisse tranquille. Vas-y. Non, on a fait un peu le tour des questions que je voulais aborder parce que c'est difficile d'entrer trop en avant dans le livre et trop en dire. On a vu qui était Côme, on a compris que tout allait bien jusqu'à ce quelqu'un de méchant lui en veuille et qu'il s'en rende compte qu'il y avait un druide. Pas méchant, parce qu'il n'y a pas de gentil et de méchant dans mes livres. J'essaie justement d'éviter tout manichéisme et de montrer que chacun agit comme il peut C'est vrai, c'est une vision. En vertu de ce qui lui est arrivé dans son enfance, dans sa jeunesse, des traumatismes des uns et des autres, de montrer qu'effectivement, on peut basculer facilement de l'un à l'autre et que personne ne doit juger quiconque. Mais bon, n'empêche qu'il y a des gens qui se conduisent de telle façon, mais ils ont parfois des raisons. Ils ont leur raison, mais non, c'est vrai, c'est des termes un peu simplistes, mais en tout cas, quand on te lit, on a envie que tout aille bien pour Côme. Donc c'est en ça que oui, mon petit bonhomme. Voilà. Moi, voilà. Si je peux me permettre, c'est le libraire qui va parler. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi dans ton livre, c'est le personnage secondaire de Thérèse, qui est très important, Thérèse. Ah, la cuisinière. La cuisinière, mais elle a surtout un amour pour Côme qui est quand même comme si c'était une relation de mère-fils. Et ça, c'est très bien vu. Et je trouve que ce personnage secondaire est quand même très bien léché. Et je voulais juste te féliciter pour ça. Et ne pas oublier les personnages secondaires parce qu'ils sont toujours très importants. Ah, bien sûr. Et il y a le bedeau, il y a Herlé le pêcheur. Mais effectivement, Thérèse, je l'aime beaucoup parce que comme elle sait qu'effectivement, comme n'a pas eu de maman, elle se substitue. C'est la mère nourricière dans tous les sens du terme. Effectivement, je l'aime beaucoup. Et alors moi, je voulais juste savoir si c'était important pour toi de cette quête personnelle qu'il a, parce qu'il a quand même, on sait qu'on ne va pas tout raconter parce que Julie est déjà revenue dessus, mais cette quête personnelle qu'il a, est-ce que c'était important pour toi de la mettre vraiment au cœur du roman? Sa quête personnelle, en fait, c'est une quête de soi qu'il a quelque part un peu comme. Mais au début, il ne l'a pas. Si sa vie n'avait pas volé en éclats, il ne se posait pas plus de questions que ça. Il jouissait de ses livres et de ses balades à cheval. Et donc, on le sort. En fait, il s'est réfugié dans un cocon. Mais la vie, ce n'est pas ça. C'est un peu comme… je ne veux pas faire un parallèle, mais ça me fait penser à Siddhartha qui ne voit pas le monde parce qu'il est dans son palais. Et puis, un jour, il sort et
Et là, la vie, c'est autre chose. C'était de faire éclater les murs de sa protection, montrer qu'elle est factice et que, en fait, la vie, elle est au dehors et que les épreuves, faut bien les vivre et les ressentir. C'est ce que lui dit le druide. Alors, j'ai une question qui est un peu drôle. Est-ce que tu as fait de l'équitation? Oui. Voilà. Mais j'ai un peu arrêté parce qu'il y a… Oui, j'en ai fait pas mal étant jeune. Mais il y a une dizaine d'années, dans la forêt de Rambouillet, j'ai un cheval qui m'a embarqué et là, j'ai vraiment cru ma dernière arrivée. Depuis, j'ai un peu arrêté. Et oui, est-ce que éventuellement tu envisages une adaptation cinéma? Parce que c'est vrai que ça ferait un bon film, un très beau film. Mais j'adorerais ça, mes producteurs, si vous m'écoutez. Alors, on m'avait dit, parce qu'on m'avait déjà dit ça pour le premier, mais le premier, il est hors de prix, puisqu'il y a des bateaux, la mer. Donc, ça, c'est un budget, à mon avis, à part Jean-Jacques Hano, mais ça peut être que des Américains ou des Canadiens. Celui-là est plus facile, parce que Forêt-Chevreau, ça doit être plus maîtrisable au niveau budgétaire. Mais j'adorerais ça, bien sûr. Bien sûr. Alors, il y a une question technique par rapport à ton écriture. Est-ce que le fait d'avoir travaillé dans la pub a-t-il été un facteur facilitateur, ça a été posé comme ça, pour écrire ce roman et pour écrire les romans? Oui et non. La publicité, ça a été très formateur parce que mon métier, c'était de trouver des idées, de les traduire en mots. Mais encore une fois, quand tu fais un 30 secondes dans la pub ou une accroche d'une affiche, ça n'a rien à voir avec le long terme qui est un livre. Mais c'est vrai que je suis restée, entre guillemets, dans le domaine des idées et des mots. Il y a une autre question qui est un peu en relation avec ça. Comment passe-t-on du langage publicitaire au français du 18e? Je ne sais pas, on est schizophrène. Non, ça a été compliqué pour toi ou c'est plus facile? Non, parce que figure-toi que j'ai eu un jour un prix littéraire un prix, un prix dans la pub. On te le souhaite. Qui était pour une campagne pour de la bière Tuborg. Et en fait, tu avais à gauche une photo de bière et à droite, tu avais tout un texte. Et l'idée, c'était qu'en fait, non, c'était l'inverse. Le texte était à gauche. L'idée, c'était d'écrire un texte qui donnait soif, mais en une page. Donc, j'en ai écrit 5. Et alors, justement, je pompais des genres littéraires. Je n'ai pompé aucun auteur, mais tu vois, j'en ai écrit un façon polar, un façon nouveau roman. Et c'est le grand prix que j'ai eu dans la pub. C'était donc déjà un petit peu littéraire. Et il y a quelqu'un qui voudrait savoir comment tu établis tes recherches. Est-ce que c'est quelque chose de contraignant? Est-ce que combien de temps ça te prend? Et après, combien de temps tu as mis pour faire l'assemblage des deux? Les recherches et pour écrire le roman? Il n'y a aucune prétention là-dedans, mais encore une fois, je suis servie par une énorme mémoire. Donc, je fais plus je fais pas tout un truc de recherche. Si, là, évidemment, je l'ai fait sur les druides. Mais je le fais un peu au fur et à mesure. C'est-à-dire que, évidemment, là, pour la guerre des Gaules, je suis allée rechercher dans quel chapitre c'était. Les druides, je me suis bien renseignée sur leur… mais je fais pas un énorme travail d'archives parce que, encore une fois, je suis pas historienne. Donc, c'est juste pour pas dire des bêtises, me tromper dans les dates. Mais je ne fais pas un travail, c'est plutôt un travail de vérification. D'accord. Et combien de temps d'écriture, du coup, alors? C'est difficile à dire, parce que je ne sais pas, 1 an et demi. D'accord. 1 an et demi, 2 ans. Je n'écris pas très vite. Il y a une question qui vient d'arriver. Est-ce que tu as un rituel au moment d'écrire? Ou est-ce que tu as décidé, demain, c'est bon, je commence mon roman? Ou est-ce qu'il y a tout un rituel qui se met en marche avant? Ah non, aucun rituel. Vraiment aucun. Aucun. Je peux me dire, tiens, je vais écrire et puis rien ne vient. Et du coup, comme j'ai la chance de vivre à la campagne, je tombe. C'est une chose que j'adore, tombe. Ça me vide la tête et c'est très bien de faire une activité physique. Et tout d'un coup, j'arrête ma tondeuse en plein milieu parce que, paf, des idées me viennent. La musique aussi me donne beaucoup d'idées. Tes lecteurs voudraient savoir quels sont tes auteurs fétiches. Qu'est-ce que tu lis? Est-ce que tu lis en ce moment ou est-ce que ce confinement t'empêche de lire, d'écrire? Non, c'est quand j'écris vraiment, là, je suis pas encore… Mais quand je suis en plein dans l'écriture d'un roman, je ne peux pas lire. Hélas. Parce que j'ai une petite voix qui me dit tu ferais mieux d'écrire, feignasse, au lieu de lire. Bon, alors je m'y remets.
Et du coup, j'ai plutôt envie de voir des films et j'ai besoin de voir des images. Mes auteurs fétiches, bah, il y en a tellement. Mais tellement. Bah, je citais Robert Merle tout à l'heure, qui n'a écrit que des chefs-d'œuvre. Entre L'amour est mon métier, Un animal doué de raison, Les fortunes de France, L'île qui est un chef-d'œuvre, puisqu'on parle de confinement. L'île de Robert Merle, il imaginait l'après-Bounty. Qu'est-ce qu'ils sont devenus sur l'île de Pitcairn? C'est extraordinaire, ça aborde tous les thèmes de l'humanité. Les rapports hommes-femmes, les subalternes, les officiers, les sauvages, soi-disant sauvages. Enfin bon, c'est formidable. Donc j'adore Robert Merle, j'adore évidemment, il y en a tellement. Oh, j'adore Laclos, j'adore Stéphane Zweig. J'ai une passion pour Maupassant. J'ai quasiment toujours, quand je prends le train, un recueil de nouvelles de Maupassant dans mon sac. Et puis dans les auteurs contemporains, il y a des trucs formidables, des polars. J'aime beaucoup Olivier Truc, les Lapons, je trouve ça génial. Le dernier Lapon, ouais. Ouais. Le dernier Lapon, je trouve ça formidable. Enfin, bon, il y a tellement, le choix est tellement énorme, il est cornélien et c'est affreux. On me pose une question intéressante. Est-ce que dans un coin de chez toi, tu as des histoires qui ont été tu as commencé à écrire et que tu as laissé dans un coin en disant non, c'est pas le moment, j'y reviendrai plus tard. Est-ce que tu as des amorces comme ça, des trésors cachés chez toi? Non, parce que je les ai bazardés, parce que c'était pas si trésor que ça. Des Donc, petits premiers chapitres. Ouais. Oui, mais je les avais pas gardés. C'était vraiment une plaisanterie, mais c'était. Je partais comme ça, tu vois, flamberge au vent, en me disant, ouais, le premier chapitre, génial, ça. Puis au moment de l'écrire le deuxième, bon, et puis poubelle, jeté, ok. Non, il faut repartir à neuf, il faut. En plus, j'ai commencé tard, j'ai plus tellement de temps devant moi. Oui, mais alors moi, je voudrais dire quelque chose de très important, c'est ton deuxième roman. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent que le deuxième roman, c'est plus difficile. Je ne peux pas dire. Mais moi, je n'ai pas l'impression que c'est ton deuxième roman. Moi, j'ai l'impression que tu nous as écrit plein de romans parce que la qualité littéraire est vraiment là. Tu nous embarques à chaque fois. Et c'est ça qui est intéressant dans un livre, c'est d'être embarqué. Et tes deux romans, tu nous embarques dans des aventures exceptionnelles. Donc, moi, j'aimerais bien que les lecteurs et les participants à cette rencontre, à la fin, ils aillent vraiment en librairie dès demain, acheter ton livre et qu'ils fassent mentir l'adage parce que franchement, tu es une belle découverte et je pense que tu as une place à prendre, vraiment une place dans le paysage littéraire. Je ne sais pas ce qu'en pense Julie, mais vraiment, je trouve. C'est certain, c'est une place. Je sais que j'ai des messages de gens qui me disent qu'ils vont acheter les livres à la fin des rencontres, mais là, je vous engage vraiment demain à aller en librairie pour aller acheter le 100 mètres qui est sorti aux éditions Héloïse d'Ormesson. Alors, avant de faire une petite conclusion, je vais passer la main à Julie. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que les livres de Virginie, et en particulier le 100 mètres, a vraiment une coloration à part dans ce qu'on peut lire aujourd'hui. Et en ça, il est extrêmement intéressant. Il nous embarque. Alors demain, je sais que c'est le déconfinement qui commence, mais en même temps, on va avoir encore plus besoin, je dirais, que dans les dernières semaines de dépaysement, parce que la période ne va pas être simple. Et c'est vraiment extraordinaire d'avoir cette chance de pouvoir s'évader, partir dans un espace différent. Enfin, c'est un vrai voyage spatio-temporel que Virginie Caillé-Bastide nous propose. Et vraiment, j'adore. C'est un livre qui sort de l'ordinaire et qui nous fait réfléchir, nous fait voyager, nous distrait. Enfin, tout ce qu'on aime. On redevient un peu enfant en lisant Virginie. Ben, merci infiniment, mesdames. C'est très, très gentil. Non, mais on a besoin de livres comme ça. On a besoin de livres comme ça. Et vraiment… Oui. Je trouve qu'il y a et le Covid et tous les drames qui se passent en Syrie, enfin nous le prouvent quotidiennement qu'il se passe assez d'horreur sur cette terre. Et puis comme on est surinformé, évidemment on le sait. Je trouve que, et il ne s'agit pas de nier tout ça bien sûr, mais je trouve que si on peut, moi ça, pardon, mais ça m'emmerde de retrouver des drames dans les bouquins. Je me dis, j'ai pas envie de me replonger. Ça ne veut pas dire que je critique ça. C'est-à-dire que, encore une fois, moi, j'ai envie de souffle, enfin, si possible. Ben là, je pense que les futurs lecteurs vont trouver un souffle et vont trouver de l'évasion dans ton livre. Donc, je rappelle, Le 100 mètres est sorti aux éditions Héloïse d'Ormesson. Je vous encourage vivement demain à aller tous en librairie l'acheter. Je vous remercie beaucoup. Julie va nous remontrer cette sublime couverture. Je vous remercie, mesdames, d'avoir passé ce moment très agréable avec nous. Je rappelle que demain,
C'est déconfinement, donc il n'y aura pas de rencontre. En revanche, on vous retrouve mardi à 19h. Attention, les horaires changent, avec Patrick Poivre d'Arvor pour son roman L'Ambitieux. Donc là, on va se quitter. Donc je vais. Alors moi, je suis pas sorcière. Comme dans tes romans, il y a des proches de sorcellerie. Mais je vais vous plonger dans le noir. Vous allez voir, je sais, c'est un peu violent, mais en tout cas, encore grand merci. C'est moi qui vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci Virginie, à bientôt. Au revoir, merci.